Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui est présenté comme la bonne nouvelle de ce début d'année, la baisse des chiffres du chômage. Un succès décisif selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, dont il faudrait vivement se féliciter selon le Premier ministre Édouard Philippe, et qui prouve qu'on peut réussir face au chômage de masse, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Cette baisse du chômage en 2019, en plus d'être une bonne nouvelle, elle viendrait récompenser les politiques ambitieuses menées par le gouvernement. Sauf qu'ensemble, on va se pencher en détail sur ces chiffres, regarder la réalité qu'ils recouvrent et voir que non seulement non, ils n'annoncent pas un avenir tout rose pour notre pays, mais qu'au contraire, les choix stratégiques supposés avoir permis leur baisse pourraient bien se retourner rapidement contre notre pays. C'est parti. C'est un succès décisif pour la France. Et c'est un succès décisif de la politique économique que nous menons depuis maintenant près de 3 ans. Ça montre une chose, c'est la preuve, je dirais, qu'on peut réussir, qu'il n'y a pas de fatalité au chômage de masse. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique. Permettez-moi d'observer le fait que la constance, l'effort et les mesures que nous avons prises produisent des résultats. Alors pour commencer, ces chiffres du chômage exhibés avec fierté par nos ministres, c'est quoi ? Ce sont les chiffres fournis le 13 février par l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, pour l'année 2019. Et ces chiffres, à première vue, ils sont effectivement plutôt encourageants. Ils font état d'un taux de chômage à 8,1% fin 2019, en baisse de 0,7 points sur une année. Concrètement, cela fait 183 000 chômeurs de moins en un an sur l'ensemble de la France, à l'exception du département d'outre-mer de Mayotte, étrangement non pris en compte. De fait, cela fait encore 2,4 millions de chômeurs dans notre pays, mais la baisse constatée nous ramène à un taux de chômage qui n'avait pas été aussi bas depuis l'année 2008, soit juste avant l'impact de la grosse crise économique dite des subprimes. Et on peut donc comprendre que le gouvernement s'en félicite, d'autant que dans la période, les emplois à temps complet ont davantage progressé que les temps partiels. Pourtant, ces chiffres, ils sont à relativiser, et ce, pour 2 raisons. Déjà parce que la définition du chômage sur laquelle ils se basent est en elle-même discutable. Oui, il y a plusieurs manières de calculer le chômage, et celle utilisée dans cette étude, celle du Bureau international du travail, elle est extrêmement restrictive. En gros, pour calculer le taux de chômage, l'INSEE prend un échantillon représentatif de population d'environ 100 000 personnes sur une semaine de référence. Pour être considéré comme au chômage, il faut n'avoir pas travaillé du tout, pas même 1 heure sur cette semaine, avoir entrepris des démarches actives de recherche d'emploi au cours du mois précédent, et être disponible pour commencer à travailler sous 2 semaines. Sans surprise, avec cette méthode, on ne prend en compte qu'une petite partie de la réalité, au risque de se retrouver en décalage avec elle. Parce que si on ne prend en compte que les personnes inscrites à Pôle emploi comme chômeurs de catégorie A, personnes sans emploi tenues d'en chercher un, on en compte déjà 3,3 millions, 37% de plus que le chiffre de l'INSEE. Comme quoi, quand on vous donne un chiffre, il faut toujours demander la méthode de calcul qui va avec. Promis, un jour, on vous expliquera aussi comment les radiations et les défauts d'actualisation biaisent les chiffres de Pôle emploi. Donc, ces chiffres du chômage, ils ne reflètent qu'une partie de la réalité. Ceci dit, les critères utilisés pour leur calcul, eux, n'ont pas changé depuis l'an dernier. On peut donc logiquement considérer que, toute chose égale par ailleurs, la proportion de chômeurs au sein de la population active a réellement diminué. Il y a pourtant une deuxième raison de relativiser cette baisse, c'est ce qu'on appelle le halo autour du chômage, lui aussi calculé par l'INSEE. Le halo, ce sont les personnes qui veulent un emploi, mais qui ne sont pas disponibles dans les 2 semaines pour travailler, ou qui n'ont pas effectué de recherche active d'emploi le mois précédent. Ce halo, il représentait fin 2019 1,7 million de personnes, et il était en hausse en 2019, atteignant son plus haut niveau depuis 16 ans. Alors du coup, est-ce que tout va effectivement mieux? Est-ce que la politique de Macron a vraiment un impact positif sur l'emploi? Est-ce que Bruno Le Maire, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud ont raison de se réjouir de cette bonne nouvelle? Est-ce qu'on devrait même tous aller faire la fête sur les Champs-Élysées au lieu de gueuler pour nos retraites? Pour le coup, c'est bien plus compliqué que ça. Parce que c'est la deuxième chose à se demander quand on vous sort un chiffre, après sa méthode de calcul, c'est qu'est-ce qui l'explique? Pour ça, il faut commencer par s'interroger sur la nature des emplois créés récemment. Sur le site de l'INSEE, on trouve l'évolution par trimestre des créations d'emplois par secteur d'activité ces dernières années. Les chiffres du 4e trimestre 2019 ne sont pas encore disponibles, mais ceux qui sont fournis nous permettent de constater déjà une grande tendance. Sur les 3 premiers trimestres de 2019, les emplois industriels ne représentent que 3% des emplois salariés créés. Une proportion même en ralentissement par rapport aux années précédentes. Ce qui veut dire que l'immense majorité des emplois créés aujourd'hui le sont dans le secteur des services. Et si l'on prend les créations d'entreprises sur l'année, c'est la même tendance qui se dégage. Ça veut déjà dire une chose, que quand nos ministres évoquent d'importantes créations d'emplois dans l'industrie, pour le coup, ils en exagèrent considérablement la portée au point qu'on n'est pas loin de la fake news. Un certain nombre de choix stratégiques ont été très critiqués à l'époque.
et qui pourtant nous permettent d'avoir ces bons résultats sur le front du chômage. Baisser la fiscalité sur le capital, ça crée des emplois industriels parce que l'industrie a besoin de capital pour investir. Mais au-delà, ces créations d'emplois dans le secteur des services, ce n'est absolument pas une spécificité française. En fait, c'est une tendance qui se remarque sur l'ensemble des pays occidentaux ces dernières années, et elle est liée principalement à deux choses. Premièrement, le développement des services à la personne en lien avec le vieillissement de la population, ce qui, on va en convenir, n'est pas forcément un signe de dynamisme pour un pays. Et deuxièmement, le boom de ce qu'on a appelé l'économie numérique. Problème, si ce boom a été vecteur de création d'emplois, de nombreux économistes s'accordent à dire qu'à plus long terme, il pourrait en détruire plus qu'il n'en crée. Par ailleurs, les emplois créés n'offrent pas forcément des conditions de travail et de revenus optimales aux gens concernés. On pense bien sûr ici à ce qu'on a appelé l'ubérisation de la société, synonyme pour beaucoup de précarité et d'incertitude face au lendemain. Mais surtout, les entreprises dites start-up, sur lesquelles cette économie du numérique s'est construite, commencent aujourd'hui à être confrontées à un problème majeur. Elles ne créent pas autant de valeur qu'espéré. Pour faire simple, ces entreprises dopées par l'attrait de la nouveauté ont pu compter pour se lancer sur d'importants investissements. Seulement, elles sont aujourd'hui loin d'être aussi rentables que ce que les investisseurs attendaient. Et leur survalorisation pourrait aboutir prochainement à une crise du modèle, similaire dans l'idée à l'éclatement de la bulle Internet du début des années 2000, qui avait alors entraîné des faillites en série et une grave crise économique mondiale. Et peut-être qu'aujourd'hui, la Startup Nation d'Emmanuel Macron ferait bien de prendre garde à un enthousiasme qui pourrait vite se transformer en aveuglement. Car le jour où cette bulle éclatera, nous risquons tous de ne pas avoir du tout à nous réjouir des chiffres du chômage. Mais on va maintenant se pencher sur le gros morceau, la politique du gouvernement en matière d'emploi. Alors on l'a vu, ce n'est pas juste elle qui peut expliquer les chiffres du chômage, mais on va s'efforcer de faire comme si c'était le cas et que c'était uniquement les décisions franco-françaises qui expliquaient ces chiffres, comme on tente de nous le faire croire. Et on va voir qu'en réalité, vu ce qu'elle coûte au pays, cette politique, elle n'est absolument pas efficace, bien au contraire. Et c'est là la grosse révélation de cette vidéo, jamais les créations d'emplois n'auront coûté aussi cher à la collectivité. On s'explique. Bon déjà, on va évacuer les décisions prises très récemment, parce que tous les économistes s'accordent sur une chose, c'est que pour qu'une politique de l'emploi commence à produire un effet visible, il faut en moyenne 2 ans. Donc les chiffres du chômage d'aujourd'hui, ils sont en réalité liés aux dernières mesures prises sous François Hollande et à celles prises en 2017 quand Macron est arrivé à l'Élysée. Et à la limite, peu importe qui était président, parce que dans sa philosophie, la politique de Macron en matière d'emploi, elle s'inscrit dans la droite ligne de celle de Hollande. En gros, ça pourrait se résumer comme ça. On baisse les impôts des entreprises, on baisse les cotisations sociales, on met en place des crédits d'impôt, on flexibilise le marché du travail et les entreprises, elles embaucheront. Et oui, de fait, les entreprises, elles ont un peu embauché. Le problème, c'est que cette politique, elle coûte de l'argent. Comme les impôts baissent, l'État a moins d'argent. Et donc, soit il dépense moins pour l'hôpital, les écoles et les autres services essentiels, soit il met les contribuables à contribution autrement, soit, plus vraisemblablement, il fait un mix des deux. Eh bien, en 2017, ces politiques censées inciter les entreprises à embaucher, elles ont coûté 72 milliards 850 millions d'euros à l'État et donc aux contribuables. C'est une somme qui n'avait jamais été atteinte jusqu'ici. Ce chiffre, il vient directement du ministère du Travail et on le trouve en cherchant ce qu'on appelle les dépenses en faveur de l'emploi et du marché du travail. Alors on va détailler un peu parce que c'est complexe. En gros, les dépenses en faveur de l'emploi, elles se divisent en 2 catégories, ce qu'on appelle les dépenses ciblées et les dépenses générales. Les dépenses ciblées, c'est tout ce qui est censé favoriser la reprise d'emploi pour les personnes, donc le fonctionnement de Pôle emploi par exemple, et ce qui compense les pertes de revenus pour les chômeurs, donc les allocations chômage. Et les dépenses générales, c'est donc ce qui est censé inciter les entreprises à embaucher. Les crédits et les baisses d'impôts, les mesures comme la loi travail, ce dont on vient de parler. Eh bien, ces dépenses générales, en 2017, elles ont tout simplement explosé. En une année, elles ont grimpé de plus de 9%, et leur montant, 72,85 milliards d'euros, il représente 3,18% du PIB, l'ensemble de la richesse produite en France cette année-là. C'est absolument énorme. Ça représente plus de 2 fois le budget de la défense de cette même année. 2 fois le budget de la défense qui est englouti pour que les entreprises embauchent. 72 milliards en soutien à l'embauche pour les entreprises, ça veut dire quelque chose. Si on considère juste la hausse de cette somme par rapport à l'année précédente et qu'on considère que cette hausse explique la baisse du chômage 2 ans après, ça fait 6 milliards et 82 millions d'euros supplémentaires dépensés pour 183 000 emplois créés grâce à cette somme.
Ça veut donc dire que dans l'hypothèse où absolument tous les emplois créés s'expliquent par la politique du gouvernement, chaque emploi créé correspond à 37 268 € perdus pour les contribuables. À ce compte-là, d'après n'importe quel simulateur de coût du travail disponible en ligne, ça revient au même coût pour la collectivité que si l'État avait décidé purement et simplement de verser à chacun de ses 183 000 chômeurs un salaire net de 1 800 € par mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces chiffres? Tout simplement que la politique d'emploi menée actuellement, très loin d'être particulièrement efficace, c'est en réalité un gouffre financier absolu. Aujourd'hui, si l'économie française affiche des chiffres du chômage en apparence bons, c'est en réalité parce qu'elle est complètement sous perfusion de crédits d'impôt et autres dispositifs incitatifs extrêmement coûteux dont les citoyens doivent subir les conséquences au quotidien en voyant grimper leurs taxes sur l'essence ou en voyant fermer l'école de leurs enfants. Et c'est sans doute là la dernière leçon de cette vidéo. Un chiffre, quel qu'il soit, n'a absolument aucune valeur si on ne regarde pas le tableau global. Un pays peut afficher un taux de chômage en baisse et être pourtant au bord de la faillite. Ça ne veut pas dire que le chiffre est faux en soi, ça veut juste dire qu'il ne constitue pas la totalité du réel. Et que ceux qui se pavanent dans les médias pour prétendre le contraire, alors qu'ils sont certainement bien trop intelligents et éduqués pour ne pas le savoir, méritent qu'on les qualifie de menteurs, de manipulateurs et d'hypocrites. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Fact Checking, l'émission qui confronte les paroles au réel. On remercie évidemment tous nos tipeurs qui nous permettent de développer cette nouvelle émission et qui ont rendu cette vidéo possible. Elle a nécessité un gros travail de recherche, de vérification et de confrontation des sources. Et on n'aurait certainement pas pu le mener à bien sans votre soutien, qui permet de développer la chaîne en totale indépendance et en prenant le temps qu'il nous faut pour le faire bien. Alors encore une fois, merci. Et si vous aussi, vous voulez soutenir notre travail, on vous invite à nous faire un don et à rejoindre la communauté des tipeurs. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le lien vers notre page Tipeee que vous trouverez en description de la vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si elle vous a aidé à y voir plus clair face aux tentatives de manipulation de la réalité, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à faire connaître notre travail à vos proches. On vous invite aussi à laisser un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement, donc à la visibilité de la chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos publications. Merci de nous avoir suivis et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fact Checking, l'émission qui confronte les paroles au réel. Salut et à très vite.